Les Belges s'apprêtent à voter pour un triple scrutin. Les élections fédérales, c'est-à-dire législatives, vont se dérouler ce dimanche 25 mai. Il y aura le même jour les élections régionales et européennes. Quels sont les enjeux des législatives, des européennes? Le pays risque-t-il à nouveau de connaître une crise politique? Une fois les résultats connus, deux grands témoins avec nous ce soir pour en parler dans 64 minutes. Frédéric Socher, merci d'être avec nous. Vous êtes cinéaste, écrivain, professeur à la Sorbonne à Paris où vous enseignez, ou plutôt vous dirigez le master en scénario et en réalisation. Avec nous également en direct de Bruxelles en Belgique, Pascal Delhouit. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous sur TV5 Monde ce soir. Bonsoir. Vous êtes politologue au CEVIPOL, le Centre d'études de la vie politique, assez rattaché à l'Université libre de Bruxelles. Avant de vous entendre tous les deux, les élections européennes, on le rappelle, débutent jeudi, après-demain, c'est jusqu'à dimanche. On s'arrête aujourd'hui sur le cas de Chypre, une île divisée suite à l'invasion turque il y a 40 ans maintenant. Pour la toute première fois, une liste dite bicommunautaire turco-grecque se présente à ce scrutin européen. Avec nous, pour bien comprendre les enjeux, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane, en quoi cette liste bicommunautaire est-elle emblématique de ce conflit qui se déroule depuis des dizaines d'années au cœur de l'Europe ? Oui, qu'il y a quelque chose d'anachronique. Il faut voir que l'Europe reconnaît la République de Chypre depuis 2004. Il faut voir le drapeau de Chypre, c'est toute l'île. Donc l'Europe reconnaît tout un territoire dans son intégralité, mais pas la population qui vit au nord depuis 40 ans, depuis l'invasion turque. Car depuis l'invasion turque, le pays est divisé. Donc dans la partie nord vit une république turque que personne ne reconnaît, sauf la Turquie, mais la république du sud, la grecque, revendique toute l'île. La nouveauté, c'est que toutes les tentatives de réunifier les deux parties ont échoué, sauf depuis février dernier. Il y a comme un frémissement appuyé par les États-Unis, par l'ONU, par l'Union européenne, pour réunifier l'île. Et pour la première fois depuis 40 ans, il y a un parti qui mène une campagne électorale pour la réunification des deux côtés de l'île. Alors, pourquoi ça vient maintenant? Ça vient maintenant parce qu'on a découvert, la fragilité de la Chypriote, de la Chypre grecque, qui vivait dans un confort presque insolent. Depuis le choc financier, elle découvre sa fragilité. Secondo, on a découvert d'immenses ressources de pétrole et de gaz au large de Chypre. Et là, évidemment, seul un partage, seul un manque de contestation de ces richesses peut aider l'île à se réunifier. Et enfin, dernier élément, cela pourrait exporter du gaz chypriote, donc européen, à l'intérieur de l'Europe et rendre l'Europe plus indépendante de la Russie. Tout cela fait que Chypre remet l'Europe au pied du mur qui divise la capitale Nicosie en deux. Et c'est donc, en ce sens, c'est emblématique d'un conflit anachronique et extravagant à l'intérieur de l'Europe. Slimane Zeguidour, merci à vous pour ce décryptage sur Chypre. Frédéric Socher, en Belgique, pas de liste bicommunautaire à ce jour, néerlandophone et francophone. Est-ce à dire que c'est pire que Chypre ? Non, c'est pas pire que Chypre. En Belgique, il n'y a jamais eu de violence physique jusqu'à présent, en touchant du bois. Et il y a un art de vivre aussi. Je vis entre Bruxelles et Paris depuis plus de 20 ans et je me sens profondément belge en étant à Paris. Je pense qu'il y a une vraie particularité à la Belgique culturelle. Alors après, il y a deux grandes communautés, la communauté flamande et la communauté francophone. Et c'est vrai qu'il y a une forte tendance chez une partie des Flamands aujourd'hui et des partis flamands de demander soit une plus grande, soit carrément l'indépendance, soit une plus grande autonomie. Et donc c'est le vrai enjeu des élections qui se pose. Aux précédentes élections, il y avait parmi les francophones un grand doute sur la fin de la Belgique. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il y a un vrai risque si le parti nationaliste, en particulier la NVA, fait un trop grand score pour qu'il y ait une situation de blocage. Puisqu'en Belgique, une des particularités, c'est une force démocratique, mais ça peut être aussi une faiblesse, c'est qu'on vote à la proportionnelle en un tour. Et donc, il y a des coalitions qui se forment. Il faut des alliances, en fait. Voilà. Et donc, s'il y a un parti trop fort, on est quasiment obligé de faire un bloc contre lui ou d'avoir on dit souvent un compromis à la belge avec lui. Alors, direction Bruxelles, en direct, la capitale belge, où nous attend Pascal Delhouit. Vous êtes, je le rappelle, politologue. Alors, il y a 4 ans, en 2010, la Belgique a connu une grave crise politique et même un record du monde, 541 jours pour former un gouvernement. On vote donc ce dimanche. Si vous deviez faire un pari, est-ce que le record peut être battu ? Alors, je dirais qu'a priori non, parce que la crise qui est intervenue en 2010 est une crise qui est intervenue dans une relative pause socio-économique. Aujourd'hui, on le sait bien, la Belgique est regardée de l'extérieur, en particulier par les agences de notation, par les marchés. Il est tout à fait évident qu'on ne pourrait plus se permettre aujourd'hui une crise d'une telle longueur. Donc l'espoir, c'est que les négociations puissent s'entamer dès le 26 mai
et si les résultats électoraux le permettent, qu'un gouvernement soit formé, je dirais, pour la rentrée parlementaire début septembre. Alors, on a vu la couverture de votre livre à l'antenne. Vous êtes notamment co-auteur du livre intitulé « Les partis politiques en Belgique », édition de l'Université libre de Bruxelles. Alors, Frédéric Sochard a évoqué ce parti, la NVA, qui est sur toutes les lèvres, avec un homme au cœur de tous les débats durant la campagne électorale en Belgique. Il s'agit bien entendu de Bart De Wever. Beaucoup parlent de lui en Flandre, mais aussi en Wallonie. Il est donné largement vainqueur avec son parti, la NVA, la droite nationale flamande. Est-ce que c'est lui le prochain Premier ministre de la Belgique ? Ouais, il est difficile de répondre à cette question, mais c'est quand même peu probable parce que pour former un gouvernement, il faut nécessairement des partis néerlandophones et des partis francophones. Et je crois que à la fois au nord du pays et en Flandre, mais surtout dans l'espace francophone, ce serait un Premier ministre difficilement acceptable. Mais bien évidemment, si le 25 mai, la NVA remporte une énorme victoire, peut-être que ce phénomène-là serait incontournable. Mais on n'en est pas là. Les sondages de cette semaine sont plutôt décevants pour la NVA, donc attendons de voir le résultat. Et par ailleurs, il y aurait une forme de paradoxe de l'histoire que le président du Parti nationaliste flamand qui réclame l'indépendance, et le point 1 des statuts du parti, devienne Premier ministre de la Belgique fédérale. Il y aurait une forme de paradoxe, mais il ne faut rien exclure puisque non seulement la Belgique est le pays où on forme le compromis à la belge, mais on le sait bien, la Belgique est aussi le lieu, le centre du surréalisme, et donc il ne faut rien exclure en la matière. Frédéric Sochard, on parle beaucoup moins ces dernières années tout de même de ces querelles linguistiques, et pour cause, on a le sentiment que les néerlandophones et les francophones vivent dans des mondes séparés, ou en tout cas de plus en plus séparés. Vous faites la navette entre la France et la Belgique, c'est ce que vous ressentez ? Mais d'abord, je pense qu'il y a une différence peut-être entre Bruxelles, où il y a un vrai métissage à tous les sens du terme, pas seulement francophone et flamand, et la Wallonie et la Flandre, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui dépasse la Belgique, puisque Bruxelles est évidemment un siège des institutions européennes, et un des enjeux des élections européennes au-delà de la Belgique, c'est est-ce qu'on veut des nations avec un repli sur soi, ou des régions avec un repli sur soi identitaire, ou est-ce qu'on veut une Europe ouverte, avec des échanges culturels ? Je rappelle que le slogan de l'Union, c'est l'Union dans la diversité. Et je pense qu'il y a une vraie force belge, justement, dans cette diversité à la fois flamande, francophone. Il y a une petite partie germanophone aussi, avec cette Bruxelles qui est la capitale culturelle, mais de la Flandre, mais aussi de la Belgique, et aussi de l'Europe. Et donc, il y a un vrai enjeu qui dépasse la Belgique. C'est vrai que ce serait un très mauvais signe, comme en France, par exemple, ce serait un très mauvais signe, de mon point de vue, si le Front National passait premier parti, comme certains sondages le disent. Ce serait un très mauvais signe si le parti nationaliste flamand faisait un bon score. Parce qu'il y a on parlait de surréalisme tout à l'heure, il y a quand même des choses incroyables qui est dans le programme de ce parti. Par exemple, il propose pour Bruxelles que chaque habitant doit décider s'il est flamand ou francophone, et qu'en fonction, il n'aurait pas les mêmes droits en termes de sécurité sociale, par exemple. Et d'ailleurs, ce serait une sorte d'apartheid linguistique. On pourrait dire que ce serait une sorte d'apartheid linguistique. L'ancien Premier ministre belge décédé la semaine dernière, Jean-Luc Dehaene, dit d'ailleurs au sujet de Bart De Wever qu'il a attaqué de front. Voici ce qu'il dit. Il dit le parti de Bart De Wever, la NVA, c'est de la même chose que le Vlaams Belang, qui lui s'en prend aux Arabes, alors que la NVA s'en prend aux francophones. Les propos sont vraiment aussi durs sur les francophones de la part de la NVA ? Mais il me semble que si on tenait les mêmes propos vis-à-vis d'autres populations, on serait accusé de racisme. Par exemple, Bart De Wever avait accusé les Wallons, les francophones, d'être des junkies accros au chômage et aux aides sociales. Je pense que c'est des propos qui sont à la limite du racisme, qui stigmatisent en tout cas, et donc c'est vrai qu'il y a un populisme. Et donc c'est un parti de droite, populiste, nationaliste, qui n'est pas d'extrême droite, puisqu'il y a un autre parti d'extrême droite en plus, Vlaams Belang, qui est associé au Front National en France, et qui lui est encore plus à l'extrême. Pascal Dellouit, je me tourne vers vous. Frédéric Sochard évoquait les élections européennes. On parle du Vlaams Belang, on parle de la NVA. Est-ce qu'on peut s'attendre ce dimanche à un vent de populisme en Europe, selon vous ? C'est une possibilité. En même temps, il faut être prudent parce que les partis populistes ne sont pas forts dans tous les États de l'Union européenne. Certains y échappent, et en particulier, par exemple, l'Allemagne, où jusqu'à présent, elle est relativement préservée. Au surplus, on le sait, les élections européennes sont des élections où l'abstention est très importante, et cette abstention touche proportionnellement, en général, plus les partis aux extrêmes, les partis d'extrême droite en particulier. Donc il n'est pas sûr que la vague annoncée se produise réellement.
En même temps, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une traduction politique de la crise financière depuis 2008, de la crise économique, de la crise sociale, je dirais d'un certain malaise, voire d'un certain désespoir dans une partie de la population. Certains néerlandophones disent parfois vous avez une manière caricaturale de parler de ces querelles. Là, on évoquait bien entendu la N-VA, puis le Vlaams-Belang. Quel est le fond du problème? Est-ce qu'il est économique? Est-ce qu'il est social? Frédéric Socher parlait notamment de la manière dont les francophones étaient stigmatisés. Quel est selon vous le fond du problème? Je crois qu'il y en a deux. Il y en a un qui est fondamental, qui est, je dirais, culturel et institutionnel. Il y a depuis environ un siècle en Belgique un mouvement flamand, pour partie démocratique, pour partie non démocratique, qui revendique une plus grande autonomie, voire maintenant une indépendance depuis plusieurs années. Et c'est un mouvement très profond qui existe dans une partie de la société flamande. Et puis il y a un deuxième problème, et c'est peut-être aujourd'hui le plus important ou le plus prégnant, c'est un mouvement socio-économique et qui, je dirais, s'inscrit dans ce qu'on observe d'ailleurs à l'échelle européenne et dans ce scrutin européen, qui est une forme de mise en cause de la solidarité. Ici, en l'espèce, c'est la solidarité interpersonnelle à l'intérieur du cadre belge, à l'intérieur du cadre stato-national, mais on le voit à l'échelle européenne, vous avez aussi des États et des partis qui réfute désormais la solidarité intra-européenne. Donc, je dirais, la N-VA s'inscrit dans cette tendance d'une forme de repli socio-économique. Nous sommes une région riche et nous produisons la richesse. Il n'y a pas de raison que les autres en profitent. Et somme toute, ce discours n'est pas propre à la N-VA, pas propre à la Flandre ou à la Belgique, mais c'est un discours qu'on entend dans de nombreux États européens. Je me tourne vers vous, Frédéric Socher. Vous êtes cinéaste. On imagine que vous attendez ça avec impatience. Ce soir sera projeté à Cannes le film des frères Dardenne qui vise une 3e Palme d'Or. Ce sera un film dont va nous parler Estelle Martin dans quelques instants. Comment vous allez vivre ça? Mais d'abord, je voudrais réagir pour dire qu'il n'y a pas que la N-VA en Flandre. Ouais. Et il y a aussi plein d'artistes flamands formidables et toute une partie de la population qui n'est pas nationaliste. Et donc, notamment des cinéastes, il y a tout un renouveau du cinéma flamand. Ouais. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu un renouveau à la fois des cinéastes francophones. Les frères Dardenne sont les plus connus puisqu'ils ont déjà eu 2 Palmes d'Or. Il y a aussi Jacob van der Maan, Joachim Lafosse, il y a plein de cinéastes. Et du côté flamand et du côté francophone. Mais vous dites du côté, est-ce qu'il y a un cinéma belge ou un cinéma francophone et un cinéma en tout cas, il est en langue différente. Ouais. Mais évidemment, les cinéastes parlent entre eux. Ouais, il y a des passerelles, il y a des films. Le point commun, c'est qu'il y a vraiment des films d'auteurs qui sont grand public. Le film des frères Dardenne avec Marion Cotillard, qui passe à Cannes aujourd'hui, c'est vraiment la volonté des frères Dardenne, je pense, d'associer un cinéma singulier, un cinéma d'auteur, et en même temps qui parle au grand public. Ils réfléchissent, c'est ce que disait Marion Cotillard à un de vos confrères hier, dès le départ, à comment est-ce que les spectateurs vont pouvoir recevoir leur film. Donc c'est pas du tout un cinéma pour un ghetto culturel, c'est vraiment un cinéma qui veut parler et qui parle à la fois du cinéma et de la situation de la Belgique, puisque dans les films des frères Dardenne, il y a souvent un côté social aussi qui est une dimension sociale. Merci beaucoup à vous, Frédéric Socher. Je rappelle que vous êtes cinéaste, écrivain. Vous avez écrit d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais plus de 20 ouvrages consacrés au 7e art. Merci à vous. Merci à vous, Pascal Delhouit, d'avoir été en direct de Bruxelles, en Belgique, avec nous. Merci pour votre analyse.